Le ronronnement des moteurs était régulier, une vibration basse et réconfortante qui emplissait la cabine du vol 327, à destination de New York à Madrid. L'Airbus A330 transportait 220 passagers, un mélange de familles, de voyageurs d'affaires et de touristes, tous désireux de traverser l'Atlantique. L'air était imprégné des bruits feutrés d'un long voyage, des rires discrets d'enfants, des écrans de cinéma clignotants et le carillon occasionnel du signal de ceinture de sécurité. Parmi les passagers se trouvait Emily Carter, une jeune fille de 16 ans à la présence discrète. Elle portait un simple sweat à capuche, ses longs cheveux bruns attachés, et des écouteurs dans les oreilles. Pour la plupart, elle ressemblait à n'importe quelle adolescente voyageant à l'étranger. Mais Emily portait en elle quelque chose d'extraordinaire, près de 120 heures d'entraînement au pilotage sur des avions monomoteurs. Sur le petit aérodrome de sa ville natale, elle avait passé d'innombrables week-ends à piloter des Cessna sous l'œil vigilant de son instructeur. Le pilotage était plus qu'un simple passe-temps pour elle, c'était sa passion, son rêve. À côté d'elle se trouvait sa mère, Sarah, qui feuilletait un magazine, jetant de temps en temps un coup d'œil à Emily avec cet air protecteur que seules les mères possèdent. Ni l'une ni l'autre n'avait la moindre idée qu'en quelques heures seulement, l'amour d'Emily pour le pilotage serait mis à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Environ 2 heures après le décollage, la voix du commandant de bord se fit entendre dans l'interphone, chaleureuse et rassurante, « Mesdames et messieurs, nous naviguons confortablement à 35 000 pieds. La météo au-dessus de l'Atlantique semble dégagée, et nous devrions arriver à Madrid à l'heure prévue. Installez-vous, détendez-vous et profitez de votre vol. » L'annonce fut brusquement interrompue en pleine phrase. Au début, les passagers pensèrent qu'il s'agissait juste d'un problème technique, mais ensuite le signal de ceinture de sécurité s'alluma de manière inattendue. Quelques instants plus tard, une hôtesse de l'air se précipita dans l'allée, le visage pâle, les yeux écarquillés par l'urgence. Elle murmura quelque chose à un autre membre de l'équipage qui haleta de manière audible avant de se précipiter vers le cockpit. La confusion commença à se propager dans la cabine. Les gens échangèrent des regards nerveux. Un bébé commença à pleurer. Emily retira ses écouteurs, ses instincts s'aiguisant. Elle avait passé suffisamment de temps avec des pilotes pour reconnaître que quelque chose n'allait pas. 10 minutes passèrent sans aucune nouvelle. Le silence du cockpit devint insupportable. Finalement, une chef de cabine, les mains tremblant légèrement alors qu'elle s'agrippait à l'interphone, fit une annonce, « Mesdames et messieurs, veuillez rester calmes. Nous rencontrons un léger problème sur le poste de pilotage. Tout est sous contrôle. Nous vous demandons de rester assis avec votre ceinture de sécurité attachée. » Mais tout n'était pas sous contrôle. Derrière la porte verrouillée du cockpit, l'inimaginable s'était produit. Les 2 pilotes étaient inconscients, affalés sur leur siège. Ils étaient inertes, victimes présumées d'une intoxication alimentaire soudaine. Le copilote s'était effondré en pleine phrase lors de l'annonce du commandant. Le pilote automatique était toujours activé, maintenant l'avion stable pour le moment, mais personne ne savait combien de temps cela durerait ni ce qui se passerait lorsqu'il se désactiverait. À l'intérieur de la cabine, la tension s'épaissit. Certains passagers chuchotaient anxieusement, tandis que d'autres commençaient à paniquer ouvertement. Un homme en tenue de ville pressa l'hôtesse de l'air de lui donner des réponses, mais elle secoua seulement la tête, les lèvres serrées comme pour retenir sa peur. Le cœur d'Emily battait la chamade. Son esprit tournait à toute vitesse, repassant tout ce qu'elle avait appris pendant ses leçons de pilotage, navigation, communication radio, procédure d'urgence. Elle n'était pas certifiée, loin de là. Elle n'avait jamais touché les commandes d'un avion de ligne, mais elle savait une chose, les avions ne volaient pas éternellement tout seuls. Si personne n'agissait, 220 vies pourraient être en danger. Elle se pencha vers sa mère. « Maman » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Quelque chose ne va pas dans le cockpit. Si les pilotes ne peuvent pas voler, je pourrais peut-être aider. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent sous le choc. Elle serra fortement la main de sa fille. « Emily, non. Tu n'es qu'une enfant. Ce n'est pas un Cessna. C'est un énorme avion de ligne. Tu ne peux pas » mais les yeux d'Emily racontaient une autre histoire. Derrière sa peur, brûlait une détermination. « Si personne d'autre ne sait quoi faire, je dois essayer » insista-t-elle. Sa mère secoua la tête, la voix brisée. « Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. » Pourtant, même en disant cela, l'interphone crépita à nouveau. La voix de l'hôtesse de l'air trembla, « Attention passagers. Si une personne à bord possède une expérience de pilotage,
veuillez le signaler immédiatement à l'équipage. La cabine devint silencieuse. Les passagers regardèrent autour d'eux, attendant que quelqu'un, n'importe qui, se lève. Personne ne bougea. L'ampleur de la situation s'abattit sur tous comme une lourde couverture d'appréhension. Émilie prit une profonde inspiration, détacha sa ceinture de sécurité et se leva. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle paraissait bien trop jeune, bien trop petite pour se porter volontaire pour quelque chose d'aussi impossible, mais sa voix était ferme alors qu'elle parlait. J'ai une formation de pilotage. Je n'ai pas encore de licence, mais je connais les bases. Je peux essayer. Des murmures de surprise parcoururent les passagers. Quelques-uns marmonnèrent leur incrédulité. Un homme ricana à voix basse, ce n'est qu'une adolescente. Mais les hôtesses de l'air, désespérées, échangèrent des regards rapides et décidèrent qu'elles n'avaient pas le choix. Elles acquiescèrent, faisant signe à Émilie de les suivre vers le cockpit. Sa mère lui serra la main une dernière fois. « S'il te plaît, sois prudente », murmura Sarah, les yeux embués de larmes. Tandis qu'Émilie marchait dans l'allée, la réalité de ce qui l'attendait s'abattit sur elle. Elle était sur le point d'entrer dans le cockpit d'un avion de ligne massif, avec 220 vies, y compris celle de sa propre mère, reposant sur ses épaules. Lorsque la porte se referma derrière elle, elle vit la vue terrifiante elle-même. Le commandant de bord et le copilote immobile, les tableaux de commande clignotant de voyants d'alerte. Pendant une brève seconde, la peur faillit l'engloutir, mais alors quelque chose se déclencha en elle. Ce n'était plus une question de peur, c'était une question de survie. Émilie s'installa dans le siège du commandant, enfila le casque et prit une profonde inspiration. Sa voix trembla alors qu'elle pressait le bouton de transmission, ici la passagère Émilie Carter. J'ai 16 ans. Les deux pilotes sont inconscients. J'ai une certaine expérience de vol, mais j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, quelqu'un, guidez-moi. Et avec cet appel à l'aide, l'extraordinaire histoire commença véritablement. Le cockpit sentait le café froid et le stress. Des voyants d'alerte clignotaient selon des motifs qu'Émilie n'avait jamais vus auparavant, et le ronronnement étouffé des moteurs emplissait le silence. Elle s'enfonça dans le siège du commandant, ses petites mains planant incertainement au-dessus des commandes. L'échelle même de l'Airbus la submergeait. Tant de leviers, interrupteurs et écrans comparés au simple cadran et aux manches à balai des Cessna sur lesquels elle s'était entraînée. Pendant un instant, elle se sentit comme une enfant assise sur la chaise de bureau de son père, faisant semblant de travailler sur quelque chose qui dépassait de loin sa compréhension. Mais ce n'était pas un jeu, 220 vies était en jeu. Le casque d'Émilie s'anima. Vol 327. Ici le contrôle de Heathrow. Nous avons reçu votre transmission. Veuillez vous identifier à nouveau, s'il vous plaît. Sa gorge se serra, mais elle se força à parler clairement. Mon nom est Émilie Carter. J'ai 16 ans. Les deux pilotes sont inconscients. J'ai eu une formation sur des petits avions, monomoteurs seulement. J'ai besoin d'aide pour piloter cet avion. Il y eut un long silence à l'autre bout. Elle imagina les visages sidérés des contrôleurs alors qu'ils traitaient ce qu'elle venait de dire. Puis une voix masculine calme et posée répondit, « Émilie, ici James Holloway. Je serai votre contrôleur. Je suis avec vous, d'accord? Nous allons faire ça ensemble. Vous n'êtes pas seul. » Quelque chose dans son ton, calme, ferme et rassurant, aida à calmer ses nerfs. Elle acquiesça, même s'il ne pouvait pas la voir. « D'accord, James, dis-moi ce qu'il faut faire. » D'abord, Émilie, je dois m'assurer que le pilote automatique est toujours engagé. Cherchez un bouton marqué AP1. Est-il allumé? Elle scruta le tableau de bord, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elle le repère. Une petite lumière verte brillait. Oui, il est toujours allumé. Bien. Cela signifie que l'avion est stable pour l'instant. Nous avons le temps. Ensuite, je dois vous demander de confirmer le type d'avion afin que je puisse consulter les bonnes spécifications. Airbus A330, répondit-elle rapidement. Bien reçu. Vous êtes dans un gros oiseau, Émilie. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons y aller étape par étape. Pendant que James parlait, les yeux d'Émilie ne cessaient de se poser sur les corps affalés du commandant et du copilote. Elle tendit la main pour vérifier leur pouls, faible mais présent. Un soupir de soulagement la parcourut. Au moins, ils étaient vivants, bien que toujours inertes. Les hôtesses de l'air avaient déjà essayé de les réanimer sans succès. Pour l'instant,
tout reposait sur elle. Elle? Murmura une des hôtesses, nerveuse. Pensez-vous vraiment pouvoir y arriver? Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle resserra sa prise sur le manche à balai, ses phalanges blanchies. Je dois le faire, dit-elle finalement. Si je n'essaie pas, personne d'autre ne le peut. La nouvelle se répandit rapidement dans la cabine. Les passagers tendaient le cou vers le cockpit, des murmures ondulants comme des vagues. Certains joignirent les mains pour prier. D'autres secouèrent la tête d'incrédulité. Une adolescente pilotant un avion de ligne. Cela semblait impossible. De retour à la radio, James continuait de la guider. Émilie, écoutez attentivement. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur cet avion. Vous avez juste besoin de suivre ma voie. Nous allons gérer ça ensemble. D'abord, établissons la communication. Pouvez-vous répéter après moi? Mayday, Mayday, Mayday. Ici le vol 327, déclarant une urgence. Émilie pressa le bouton de transmission, sa voix tremblante mais claire. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le vol 327, déclarant une urgence. Parfait, répondit James. Maintenant, j'ai tous les pilotes et contrôleurs de cette tour concentrés sur vous. Nous dégageons l'espace aérien devant votre trajectoire de vol. Pour l'instant, restez calme et continuez à me parler. Pouvez-vous le faire? Émilie déglutit difficilement. Oui, je peux. Pendant l'heure suivante, James la guida patiemment à travers les systèmes. Il expliqua comment surveiller l'altitude et la vitesse, comment utiliser le système de gestion de vol sans se perdre dans sa complexité, et quand vérifier les niveaux de carburant. Chaque instruction donnait l'impression de soulever un rocher à main nue, mais Émilie répétait tout, étape par étape. À l'intérieur de la cabine, les passagers étaient assis dans un silence recueilli, s'efforçant d'entendre des bribes de sa voix à travers la porte du cockpit. Ils pouvaient à peine croire ce qu'ils entendaient. Une adolescente, calme et concentrée, parlait comme un pilote. Sa mère était figée sur son siège, fixant la porte. Ses lèvres bougeaient silencieusement en prière, son esprit partagé entre la terreur et la fierté. Elle avait toujours su que sa fille était déterminée, mais elle n'avait jamais imaginé que la détermination d'Émilie porterait un jour le poids de centaines de vies. À mesure que les heures passaient, la fatigue commença à peser sur Émilie, mais elle refusa de céder. Toutes les quelques minutes, elle se rappelait les mots de son instructeur, un pilote calme est un pilote en sécurité. Elle le répéta comme un mantra. Finalement, la voix de James revint, plus ferme maintenant, Émilie, nous avons planifié votre descente à Heathrow. Vous serez alignée pour la piste 27 litres. C'est une piste longue et large. Cela nous donne la meilleure chance, mais je dois vous demander de vous concentrer. La partie la plus difficile reste à venir, prendre le contrôle pour l'atterrissage. Sa poitrine se serra. Atterrir était déjà assez difficile dans un Cessna. Dans un avion de ligne de 270 tonnes, cela semblait inimaginable, mais elle se força à répondre, « D'accord, dites-moi juste quoi faire. » « Bonne fille, dit James doucement. Vous avez déjà fait l'impossible. Maintenant, ramenons cet oiseau à la maison. Émilie prit une profonde inspiration, serrant sa ceinture de sécurité et ajustant le casque. Elle pouvait sentir le poids de 220 vies pesant sur ses épaules, mais elle refusa de s'effondrer. L'adolescente qui était montée à bord de l'avion comme une simple passagère avait disparu. Maintenant, elle était la seule pilote qu'ils avaient. Le ciel à l'extérieur du cockpit était strié par le soleil couchant alors que le vol 327 approchait des côtes de l'Angleterre. Les nuages brillaient d'une teinte orangée, et en dessous s'étendait le vaste Atlantique, calme mais infini. Pour la plupart des passagers, la vue aurait été magnifique. Pour Emily Carter, assise rigidement dans le siège du commandant, c'était terrifiant. Cet horizon n'était pas juste un paysage, c'était la frontière entre la vie et la mort. Son casque crépita. Emily, ici James Holloway de nouveau. Vous êtes à environ 50 miles de Heathrow. Nous allons commencer votre descente. Êtes-vous prête? La gorge d'Emily était sèche, mais elle se força à répondre, prête. D'accord. D'abord, désactivez le pilote automatique quand je vous le dirai, jusque-là, ne le touchez pas. Nous allons faire descendre l'avion par étapes. Emily jeta un coup d'œil au bouton clignotant. Son pouce accéléra. Elle se souvint de sa première fois aux commandes d'un Cessna.
Son instructeur l'avait averti que le moment le plus effrayant n'était pas le décollage, c'était la descente parce que tout se passait vite. Mais ce n'était pas un petit avion d'entraînement. C'était un Airbus A330 transportant des centaines d'âmes. « Les passagers comptent sur moi », murmura-t-elle à voix basse. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait le manche à balai. La voix calme de James revint. « Commencez la descente maintenant. Réglez l'altitude à 3000 pieds. L'avion s'ajustera automatiquement. » Emily suivit les instructions. Avec prudence, les moteurs rugirent, le nez du jet s'inclina vers le bas, et son estomac se serra tandis que l'énorme machine commençait à traverser les nuages. Des halètements résonnèrent faiblement depuis la cabine derrière elle alors que les passagers ressentaient le changement. Sa mère s'agrippa à son siège, murmurant des prières. Certains pleuraient ouvertement. D'autres serraient les accoudoirs jusqu'à ce que leurs phalanges blanchissent. Quelques-uns fermèrent simplement les yeux, refusant de voir le destin se dérouler. De retour dans le cockpit, des alarmes commencèrent à retentir, des alertes qu'Emily ne comprenait pas entièrement. Elle tressaillit, la panique montant. Mais la voix calme de James coupa le chaos. « Ignore-les, Emily. C'est juste l'avion qui nous dit qu'il travaille plus dur pendant la descente. Reste calme. Tu te débrouilles très bien. » Elle acquiesça, expirant d'une voix tremblante. « Maintenant, » continua James, « nous nous alignons pour la piste 27 litres. Elle est longue et large, parfaite pour un atterrissage d'urgence. Je vais te guider à chaque étape. Rappelle-toi, de petits mouvements sur le manche à balai. Cet avion réagit lentement. » Ne le contredisez pas, les yeux d'Emily se fixèrent sur les lumières lointaines de la piste scintillant à travers la brume. Ses paumes étaient moites de sueur, mais elle tenait bon. À 3000 pieds. James donna l'ordre suivant, « D'accord, Emily, désactivez le pilote automatique. C'est votre avion maintenant. » Son doigt hésita au-dessus du bouton. Chaque fibre de son être criait de ne pas le faire. Le pilote automatique, c'était la sécurité. C'était la stabilité, mais le pilote automatique ne pouvait pas atterrir. Elle pressa le bouton. L'avion subit une légère secousse, et soudain le poids du contrôle se transféra dans ses mains. Le manche à balai était lourd, bien plus lourd que les commandes du Cessna qu'elle connaissait si bien. L'avion de ligne répondait paresseusement, mais il répondait. Elle s'inclina légèrement à gauche, puis corrigea. Sa respiration s'accéléra. Doucement, la conseilla James. Main légère, Emily. Vous êtes le pilote maintenant. La piste se profilait plus grande à chaque seconde. L'avion descendait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Des avertissements résonnaient dans ses oreilles, trop bas. Trop rapide. Le cœur d'Emily battait la chamade. James, ça descend trop vite. Tirez légèrement. Juste un peu. Ne tirez pas brusquement. C'est ça. Maintenez. Parfait. L'avion se stabilisa, bien que son estomac se contractât à chaque ajustement. Les passagers pouvaient sentir les cahots et les creux alors qu'elle luttait pour équilibrer la descente. Certains crièrent lorsque l'avion s'inclina brusquement, mais elle le corrigea en quelques secondes. 1000 pieds. La voix de James devint plus aiguë, plus urgente. Train d'atterrissage sorti maintenant. Volez à fond. Sa main trembla alors qu'elle atteignait le levier. Elle le tira, et un fort gémissement mécanique résonna alors que le train d'atterrissage s'abaissait. Les volets se déployèrent, ralentissant l'avion de ligne. Les lumières de la piste étaient maintenant directement devant, brillant plus fort à mesure que le crépuscule s'installait. Le sol se précipitait vers eux. « D'accord, Emily, » dit James, sa voix ferme mais calme. « C'est le moment. Alignez-vous au centre de la piste. Gardez le nez légèrement relevé. Utilisez les pédales de palonnier pour de petites corrections. Ne réfléchissez pas trop. Pilotez simplement l'avion. » Sa poigne était si forte que ses phalanges étaient blanches. Elle appuya doucement sur le palonnier, alignant l'avion. La piste s'étirait comme un tapis noir sous eux. À 500 pieds, des alarmes hurlèrent de nouveau, « Taux de chute. Taux de chute. » La poitrine d'Emily se serra. Elle voulait pleurer, crier, abandonner. Mais elle pensa à sa mère dans la cabine. Elle pensa aux 219 autres âmes qui priaient pour elle. Elle ne pouvait pas échouer. Presque là, Emily, insista James. Diminuez la puissance des moteurs. Maintenez le nez stable.
Laissez la piste venir à vous. Le rugissement des moteurs s'adoucit. L'avion trembla violemment alors que la turbulence frappait. Emily lutta avec les commandes de toutes ses forces, ses bras brûlants. Les roues s'approchaient du sol. Trop vite. Trop fort. Arrondi. Arrondi. Maintenant, cria James. Emily tira doucement sur le manche, relevant le nez. L'avion piqua une fois, puis un bruit sourd. Les roues claquèrent sur la piste avec une force à faire trembler les os. L'avion de ligne rebondit en l'air, tous les passagers criant. Emily serra les dents, corrigea l'angle et le reposa. Cette fois, le caoutchouc crissa contre l'asphalte. Le lourd oiseau était au sol. Inversion de poussée. Frein, aboya James. Emily poussa les manettes des gaz en inversion de poussée. Les moteurs rugirent comme le tonnerre. La cabine trembla, et les passagers crièrent de nouveau. Lentement, agonisamment lentement, la vitesse commença à chuter. Le bout de la piste se profilait de plus en plus près, mais finalement l'avion ralentit suffisamment. Enfin, avec un crissement strident, il s'immobilisa complètement. Le silence. Pendant une fraction de seconde, personne n'osa respirer. Puis la cabine éclata en acclamations, sanglots, applaudissements et cris de soulagement. Des inconnus s'embrassèrent. Certains s'effondrèrent de gratitude. Emily s'affaissa, les larmes coulant sur son visage, son corps tremblant. Elle l'avait fait. Contre toute attente, contre tout doute, une jeune fille de 16 ans avait fait atterrir un avion de ligne transportant 220 personnes. Son casque crépita une fois de plus. La voix de James, légèrement brisée par l'émotion, prononça les mots qu'elle n'oublierait jamais, « Emily, vous les avez tous sauvés. Bienvenue à la maison, capitaine. » Le crissement des pneus résonnait encore dans les oreilles d'Emily alors que l'Airbus A330 s'immobilisait finalement sur la piste de Heathrow. La cabine derrière elle était un mélange de sanglots, de rires et d'applaudissements. Des inconnus s'embrassaient fortement. Les passagers applaudirent jusqu'à ce que leurs mains picotent, et plus d'une personne resta simplement stupéfaite, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Emily resta figée sur le siège du commandant, ses mains tremblant encore sur le manche à balai. Pendant un long moment, elle ne put bouger, son corps tétanisé par le choc. Elle avait fait atterrir un avion de ligne transportant 220 vies, quelque chose que même des pilotes chevronnés craignaient parfois. Le casque crépita une fois de plus. Vol 327, ici le contrôle de Heathrow. Travail incroyable, Emily. Restez où vous êtes. Les équipes d'urgence sont en route. Elle retira le casque lentement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par des respirations irrégulières. Une hôtesse de l'air lui toucha doucement l'épaule. « Vous l'avez fait » murmura la femme, les larmes aux yeux. « Vous l'avez vraiment fait. » Emily tourna la tête vers les pilotes inconscients, toujours affalés sur leur siège mais respirant. Les ambulanciers allaient bientôt arriver pour s'occuper d'eux. Pour l'instant, l'inimaginable avait été accompli. La porte de la cabine s'ouvrit, et une foule de personnel d'urgence se déversa à l'intérieur. Pompiers, médecins et responsables de l'aéroport se précipitèrent pour vérifier les passagers et l'équipage. Des caméras du personnel de sécurité capturèrent chaque instant. Les projecteurs, qu'elle le veuille ou non, avaient déjà trouvé Emily Carter. Sa mère fut parmi les premières à atteindre le cockpit. Elle fit irruption, les larmes aux yeux, et serra sa fille si fort qu'Emily pouvait à peine respirer. « J'ai cru que je t'avais perdu, » sanglota Sarah. « J'ai cru. » Mais les mots lui manquèrent. Elle ne put que tenir sa fille, murmurant des merci encore et encore. En quelques minutes, les passagers furent escortés en toute sécurité hors de l'avion. Chacun jetant un regard vers le cockpit où la petite silhouette d'une jeune fille de 16 ans était assise comme un fantôme de l'histoire. Beaucoup murmurèrent « merci ». Certains envoyèrent des baisers. D'autres inclinèrent simplement la tête en signe de respect. Dehors, sur le tarmac, des lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la nuit. Des journalistes se rassemblaient déjà, alertés par les conversations du contrôle aérien. Au moment où Emily descendit de l'avion, soutenue par sa mère, les caméras d'information tournaient déjà. Les gros titres se répandirent dans le monde entier en quelques heures, une adolescente atterrit un avion de ligne, sauve 220 vies, la pilote prodige stupéfie le monde de l'aviation, de passagère à héroïne, une jeune fille pilote un avion en sécurité. Les chaînes de télévision se bousculèrent pour des interviews. Des experts en aviation remplirent les plateaux,
secouant la tête d'incrédulité. Certains admirent n'avoir jamais rien vu de tel. D'autres se demandèrent comment cela était possible, mais tous s'accordèrent sur une chose, Emily Carter avait accompli l'impossible. Le lendemain, les réseaux sociaux explosèrent avec son nom. Des hashtags devinrent viraux dans le monde entier, Miracle Pilot Emily Carter, vol 327. Des vidéos de passagers acclamant et pleurant après l'atterrissage devinrent virales. Des inconnus du monde entier partagèrent des messages d'admiration. De retour à Heathrow, Emily était assise dans un bureau calme de l'aéroport, enveloppée dans une couverture, sirotant de l'eau. Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait épuisée. Ses mains tremblaient encore quand elle pensait au moment où les roues avaient touché le sol. Elle avait été terrifiée tout le temps. Pourtant, tout le monde l'appelait désormais courageuse. Des journalistes s'agglutinaient dehors, réclamant une déclaration. Finalement, Emily s'avança, sa mère à ses côtés. Des caméras flashèrent tandis que des microphones se tendaient vers elle. Elle parla doucement, mais ses mots portèrent partout, « Je ne suis pas une héroïne », dit-elle. « J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je me suis souvenu de ma formation. J'ai fait confiance aux personnes qui me guidaient, et je savais que tout le monde à bord comptait sur moi. Je ne pouvais pas les laisser tomber. » Son humilité ne fit qu'accroître l'affection du monde pour elle. Des écoles d'aviation la contactèrent, lui offrant des bourses complètes. Des associations de pilotes l'invitèrent à des cérémonies. Même des commandants de bord, des professionnels endurcis avec des décennies d'expérience, lui envoyèrent des lettres de louange. L'un d'eux écrivit « Vous nous avez tous rappelé pourquoi nous sommes devenus pilotes en premier lieu, le courage, la responsabilité et l'amour des autres. » Les deux pilotes, maintenant en convalescence dans un hôpital de Londres, firent également une déclaration publique. « Nous devons nos vies à Emily Carter, » dit le commandant. Nous étions hors jeu, et elle a pris la relève. Cette jeune fille nous a tous sauvés. Pour Emily, la tension était écrasante. Elle était toujours âgée de seulement 16 ans, toujours au lycée, toujours une adolescente qui aimait la musique, les films et passait du temps avec ses amis. Pourtant, en une seule nuit, elle était devenue un symbole mondial de courage. Des semaines plus tard, lorsqu'elle rentra chez elle, le petit aérodrome de sa ville natale organisa une célébration en son honneur. Son instructeur la serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu as toujours eu le cœur d'un pilote, Emily, » lui dit-il. Maintenant, le monde entier le sait aussi. Mais Emily resta humble. Pour elle, elle n'avait pas accompli un miracle. Elle avait simplement suivi les instructions, se souvenant de ses leçons, et refusé d'abandonner quand cela importait le plus. Pourtant, pour les 220 personnes à bord du vol 327, elle était plus qu'une élève pilote. Elle était leur sauveuse. À partir de ce jour, chaque fois que le nom d'Emily Carter était mentionné, il portait le poids d'une nuit extraordinaire, une nuit où une adolescente s'était assise dans un cockpit, avait regardé la peur en face, et avait ramené en toute sécurité sur Terre un avion de ligne rempli de personnes. Une nuit où le monde découvrit que les héros ne portent pas toujours d'uniforme ni de médaille. Parfois, ils portent des sweats à capuche, des écouteurs et s'assoient tranquillement dans la cabine des passagers jusqu'à ce que le destin les appelle.